Bonjour à tous et à toutes, bonne année 2026 en ce mois de janvier. Merci Monsieur le Président de l'Université de nous accueillir à nouveau pour réfléchir à ces sujets. Bien sûr, merci Madame Gindre d'avoir été à l'initiative de cette semaine du droit pénal et de ces soirées que nous allons pouvoir enchaîner cette semaine pour réfléchir à ce sujet si important. Et bien sûr, un merci tout particulier à Madame Galenon, vice-présidente du gouvernement, avec laquelle je travaille depuis un an pour faire avancer la conversation sociale en Polynésie française. Et c'est grâce à elle, à sa mobilisation et à son énergie que nous avons pu ensemble faire avancer le sujet, notamment sur la question de la connaissance des chiffres. Alors, mesdames et messieurs, on a un peu de temps ensemble ce soir. On se passera la parole avec Madame Galenon pour que ce ne soit pas trop pénible pour vous. Et n'hésitez surtout pas à nous poser des questions si vous en avez envie. C'est l'avantage de la Polynésie. Nous sommes en grande proximité les uns et les autres. C'est facile pour vous de nous interroger si vous en avez l'envie. Alors, pour vous dresser un portrait un peu général de comment ça s'est passé ces dernières années entre ce phénomène social et cette institution judiciaire qui est la nôtre. En fait, voilà ce qui s'est passé. C'est-à-dire qu'au fil des années, on s'est retrouvé face à une vague, à une déferlante autour de la question des violences faites aux femmes, et puis une institution judiciaire centenaire, avec ses organisations, qui s'est trouvée tout à coup submergée par cette question. Alors si on a une toute petite profondeur historique, je ne remonte pas loin, mais quand même le mouvement a considérablement changé à partir de ce moment-là, c'est MeToo. MeToo, c'est 2017. MeToo, c'est des femmes qui, partout dans le monde, disent « moi aussi ». Moi aussi, je suis victime. Moi aussi, on m'a imposé. D'abord, le mouvement commence sur des relations sexuelles. On m'a imposé des relations sexuelles que je ne souhaitais pas, dans des milieux très privilégiés, puisque MeToo, ça commence dans le milieu du cinéma américain. Et puis ce mouvement devient une espèce de vague mondiale. Et partout dans le monde, les femmes commencent à dire « moi aussi ». Moi aussi, je suis frappée. Moi aussi, ça se passe mal dans mon couple. Moi aussi, j'ai des blessures. Moi aussi, j'ai peur. Moi aussi, mes enfants vont mal. Et ce moi aussi va devenir en fait un mouvement de plainte partout dans le monde. Les femmes vont commencer à dire, eh bien, je me plains, je dépose plainte, je parle de ce qui se passe dans ma famille. Là où avant, une certaine omerta avait pris le pas sur la capacité pour les femmes à dire ce qu'elles vivaient vraiment. Donc 2017, c'est vraiment, même si j'aime pas trop cette expression, c'est la libération de la parole. Bon, libération de la parole des femmes, il faut faire attention parce que c'est bien de libérer une parole, mais encore faut-il après pouvoir l'accueillir. Et ça n'est pas si simple que d'accueillir toute cette parole, de la traiter correctement et qu'elle soit ensuite, finalement pour les femmes, une sorte de reconnaissance à la hauteur de ce qu'elles attendent. Or, vous le savez, on peut aussi parler de déception, de femmes qui finalement préfèrent retourner au silence ou qui considèrent qu'avoir pris la parole ne leur a pas permis d'obtenir la réparation qu'elles souhaitaient. Donc ça n'est pas si simple que cet aller-retour entre la libération de la parole dans une société et ce qui est capable d'en faire une institution. Donc ce que demande Madame Gindre ce soir, justement, c'est de parler de ça, de dire comment on fait entre un phénomène social et une institution, comment la justice s'en est emparée. Une fois que MeToo déferle, la France se met un peu en mouvement, elle est en retard, vous le savez, la France, à ce moment-là, parce que le pays, finalement, qui a pris le plus en main cette question, c'est l'Espagne. L'Espagne, 20 ans plus tôt, s'est emparée du sujet et a travaillé et a obtenu des résultats assez remarquables, notamment, puisqu'il faut chiffrer, sur le nombre de féminicides, qui a beaucoup diminué en Espagne grâce à leur politique, on en parlera tout à l'heure, grâce aux décisions qu'ont pris les Espagnols. La France, elle, en 2017, elle n'est pas trop en avance sur ces sujets et elle découvre en fait un peu tout ça. Elle découvre tout cela à travers des mots, des nouveaux mots qui apparaissent dans la conversation sociale et dans ce que nous disent les femmes de ce qu'elles vivent. Un mot important qui apparaît en 2019 en France, c'est le mot féminicide. Féminicide est un mot qui va vraiment bouleverser la façon d'envisager les choses parce que nous n'avions pas de mot pour nommer et dès lors qu'un mot existe, ça change tout. Le mot féminicide va avoir pour intérêt majeur d'avoir à la fois un sens et une direction.
vous savez, changer de mot, ça peut servir à ça. Le mot féminicide a changé le sens des choses. On n'a plus parlé de crime passionnel. On a arrêté de dire qu'on tuait par amour. Grâce au mot féminicide, on a pu dire qu'en fait c'était un système qui se mettait en place, qu'il y avait une domination globale des hommes sur les femmes qui s'autorisait, par le truchement du droit de propriété, à tuer les femmes quand ils pensaient que c'était nécessaire au regard de leur système de valeurs, c'est-à-dire la conformité du comportement des femmes aux volontés des hommes. Donc le féminicide a tout changé car il nous a permis, nous, magistrats, de passer de la casuistique à la systémique, de passer de l'ensemble des cas qui passent devant nous, parce que vous savez, un magistrat, et je reconnais beaucoup de visages d'avocats en face de moi, donc magistrat comme avocat, ce que nous voyons passer, ce sont des cas. 1 cas, 2 cas, 10 cas, 100 cas. Et quand on commence à vieillir dans nos professions, bien on se dit, tiens, c'est bizarre quand même cette succession de cas, où en fait, c'est la même histoire qu'on nous raconte. Je me souviens avoir été juge aux affaires familiales pendant des années, et j'étais quand même un peu étonnée, au bout de quelques temps, de m'apercevoir qu'en fait, on me racontait toujours la même chose. C'était toujours le même mécanisme qui se mettait à l'œuvre. J'en ai donc conclu assez vite qu'il ne s'agissait pas que de l'histoire des 2 individus qui étaient devant moi, que c'était bien une histoire sociale qu'on m'expliquait. Vous connaissez ce slogan des années 70, hein, le privé est politique. Le privé est politique. Eh bien, c'est ça qui s'est passé. C'est que toutes ces histoires privées, considérées comme telles à l'époque, qui se passaient derrière les portes des maisons, dans les chambres closes le soir, eh bien en fait, ces faits-là étaient des faits qui révélaient un système social à l'œuvre. Et on peut dire qu'à partir de cette analyse, tout a changé. Quand on a donc eu ce mot en 2019, ce mot féminicide, on est passé au fait qu'on a trouvé un nouveau sens à l'analyse de ces assassinats, mais aussi qu'on a trouvé une direction. La direction qu'a donné ce mot, ça a été de dire, maintenant, il faut travailler sur ce qui nous arrive à nous, sociétés, quand on s'aperçoit que chaque année, ce sont des dizaines, voire des centaines de femmes qui sont tuées. Vous avez vu, là, l'année 2025 vient de s'achever avec 147 féminicides sur l'ensemble du territoire français. 147 hommes ont tué leurs femmes cette année sur le territoire français. Donc cette direction que nous avons prise à l'époque, c'était l'idée de faire baisser le nombre de féminicides. Et je suis quand même obligée de vous le dire ce soir, ça n'est pas un succès. Nous n'avons pas réussi à faire baisser le nombre de féminicides. C'est dire à quel point notre mobilisation doit être de chaque jour et doit être véritablement conceptuelle pour que nous ayons une idée très claire de ce qu'il faut faire. Il ne s'agit pas d'agir par petites touches. Il s'agit maintenant d'avoir une direction, une ligne de conduite, une stratégie pour travailler à la baisse des violences faites aux femmes, dont l'indicateur ultime, en fait, est le féminicide. Évidemment, derrière les féminicides, derrière les 147 féminicides de l'année dernière, il y a 275 000 femmes qui ont poussé la porte d'un commissariat ou d'une gendarmerie l'année dernière. Vous voyez, les féminicides, c'est la fin du mécanisme. D'abord, il y a des centaines de milliers de femmes qui viennent dire qu'elles sont frappées. Et puis, bien sûr, encore avant, il y a le chiffre noir, c'est-à-dire qu'il y a toutes les femmes qui ne viennent pas le dire. Donc, vous imaginez l'ampleur du phénomène. Donc, si on continue sur notre profondeur historique, 2017, 2019, septembre 2019 en France, ce sont les Grenelles des violences faites aux femmes. Le Grenelle des violences faites aux femmes, c'est vraiment un moment de mobilisation très fort qui va un peu mobiliser tout à coup la société française, mais aussi l'institution judiciaire, à qui il va être demandé de se mettre en mouvement pour changer, s'adapter à ce mouvement social. Alors, qu'est-ce que ça donne quand on demande à une institution qui a ses organisations, ses pratiques, ses habitudes, quand on lui demande de se mettre en mouvement tout à coup sur un nouveau sujet? Alors, on peut le comparer à d'autres. Il y a d'autres sujets qui nous ont percutés au cours de la dernière décennie. Bien sûr, le premier sujet auquel je pense, c'est le terrorisme.
Voilà, tout à coup, 2015, les attentats en France. Et là, le système judiciaire se mobilise sur la question du terrorisme. Nous apprenons, nous écrivons, nous lisons, nous nous adaptons. Le système judiciaire va être tout à coup obligé de mettre en place des grands procès symboliques, historiques, et qui font exemple au niveau mondial sur la façon dont nous avons jugé, par exemple, les attentats chez Charlie Hebdo de janvier ou les attentats du 13 novembre. Donc, on peut dire qu'on a déjà su s'adapter sur un sujet. Je pense à un autre sujet, bien sûr, l'écologie, le changement climatique, les infractions contre l'environnement. Eh bien, il a fallu que nous nous mobilisions, là aussi, que nous cherchions d'autres façons de faire, et ont été créés, par exemple, les pôles environnementaux, 11 pôles environnementaux en France, pour lutter contre ce phénomène. Donc, vous voyez, d'autres phénomènes sociaux percutent comme ça l'institution judiciaire. Eh bien, au milieu de ces sujets, les violences faites aux femmes se sont imposées. Alors, on a un peu de profondeur historique, maintenant on a un peu la question de l'ampleur du sujet. Alors, reparlons un peu ensemble de l'ampleur du sujet. Si on part à peu près sur 250 000 femmes par an, en moyenne, qui viennent se plaindre de violences faites aux femmes, vous mettez à côté à peu près 250 000 hommes mis en cause. on est déjà à 500 000 personnes. On dit par exemple qu'ils avaient 2 enfants dans le couple. Zou, vous rajoutez 500 000 personnes concernées. Ensuite, vous dites, bon, il va y avoir les parents qui vont être concernés, parce que madame, elle va quitter le domicile, elle va arriver chez sa mère le soir avec les enfants sous le bras, etc. Allez, zou, vous remettez les parents là-dedans. Vous remettez 500 000 personnes. Et puis après, il y a le cousin, le frère, la voisine, vous voyez ? Donc on a compté, dans le rapport à vif, on estime qu'il y a environ 1,5 million de personnes concernées tous les ans, directement, par les violences faites aux femmes. Directement, c'est-à-dire à une main, quoi. Et après, nous tous, là, si on se pose des questions, nous tous, à 2 ou 3 mains, on est tous concernés. On a tous une amie, une cousine, quelqu'un qui nous a raconté que, une collègue, voilà. Tout le monde est touché par le phénomène des violences faites aux femmes. Et en ça, je trouve que c'est très intéressant et très différent de tout le reste des phénomènes pénaux dans une société. Parce qu'on n'est pas tous touchés par le terrorisme. On n'est pas tous touchés par les problèmes environnementaux, à une main. On est tous globalement touchés par ça, mais pas à une main. Alors que les violences faites aux femmes, on est tous touchés, en grande proximité. Donc ça fait de ce contentieux quelque chose de très particulier, de massif, de diffus, dont on sait tous que ça existe, mais dont on ne sait pas trop comment se saisir. Donc je trouve que ce phénomène, il est particulièrement intéressant quand il se confronte aux institutions, ou à l'inverse, quand les institutions se confrontent à ce phénomène. Donc vous nous avez demandé de nous prêter à cet exercice. Comment fait une institution pour s'adapter à ça ? Bien, elle a du mal. Elle a du mal. L'institution judiciaire, elle doit bouger, essayer de faire autrement. Ça la gêne parce que c'était pas comme ça qu'elle était organisée. Les juges, on leur demande de faire des choses qu'ils ne faisaient pas avant. Donc tout ça, ça gêne le système. Voilà. À de multiples points de vue, on en parlera tout à l'heure, cela remet en cause, en fait, le fonctionnement classique, habituel, normal de l'institution judiciaire. Et ça, l'institution judiciaire, comme toutes les institutions, elle n'aime pas trop. Parce que les institutions, elles n'aiment pas trop bouger. C'est difficile, ce sont de gros paquebots, ça ne se bouge pas comme ça. Une université, ça ne se bouge pas comme ça. Voilà. Un hôpital, ça ne se bouge pas comme ça. Un tribunal, ça ne se bouge pas comme ça non plus. Donc ce n'est pas si facile. Donc qu'est-ce qui s'est passé au cours des dernières années ? En fait, on a essayé de changer. Qui nous a d'abord demandé de changer ? Le premier qui s'est mobilisé, en fait, après la société, c'est le législateur. Le législateur français, le député et le sénateur, entendant cette vague sociale, a légiféré. Et qu'est-ce qu'il a fait depuis des années, en fait ? En dehors du fait que lui-même, il a adopté une nouvelle sémantique, parce que les mots ont beaucoup changé, les titres des lois ont beaucoup changé. On part des violences conjugales, violences domestiques, violences au sein du couple, pour arriver à la fin aux violences sexistes et sexuelles. Donc on voit qu'en une grosse décennie, le législateur va déjà complètement changer sa façon de parler des choses et de nommer les lois. Donc le législateur, on voit qu'il bouge,
qu'il s'adapte, qu'il écoute. Voilà, il essaie, il tâtonne par petites touches, parce qu'il va y en avoir beaucoup des lois au cours de cette décennie. Il tâtonne et il impose de plus en plus d'éléments qu'il entend par la société et qu'il traduit dans les lois. On peut dire, si on analyse un peu ces grands mouvements législatifs, qu'une des choses majeures qu'a voulu faire le législateur, c'est de dire aux juges, écoutez, tout va ensemble. Vous ne pouvez pas dire, il y a le pénal, il y a le civil, il y a les enfants, il y a l'indemnisation. Tout ça, c'est des tuyaux séparés, nos tuyaux à nous, de magistrats, qu'on aime bien, dans lesquels on est bien à l'aise. Et le législateur a passé son temps à dire, non mais tout ça, ça va ensemble. Il faut que vous traitiez les choses les uns avec les autres. Alors parfois, il le suggérait aux juges. Après, il commençait à dire c'est obligatoire. Puis après, il commençait à dire c'est automatique. Vous voyez, le législateur, on voit qu'il a poussé. Un exemple emblématique, c'est l'autorité parentale. Le législateur, au fil des lois, a commencé à dire aux juges pénal, tu dois t'occuper de l'autorité parentale. Tu ne peux pas dire je juge une infraction pénale, mais je ne m'intéresse pas du tout à la suite civile, je ne m'intéresse pas du tout à l'autorité parentale sur l'enfant. Tu ne juges que les violences sur madame, et ailleurs, on s'occupera de l'autorité parentale. Là, le législateur, au fil des lois, a dit tu dois t'en occuper. Puis après, tu es obligé de t'en occuper. Puis puisque tu t'en occupes pas assez, on rend ça automatique. Donc c'est intéressant de voir comment le dialogue s'est instauré entre le législateur et le juge, en quelque sorte. Donc le premier qui a bougé, je trouve vraiment, qui a poussé, c'est le législateur. Après la société, bien sûr. Après, un autre mouvement s'est mis en place assez fort, et ça, je trouve qu'en France, ça a pas mal marché, c'est le mouvement associatif. Les femmes se sont regroupées. Elles se sont associées. Et elles ont créé des grandes associations, des grands réseaux féminins et féministes très forts en France désormais. Je pense par exemple au réseau historique des CIDFF, réunis dans la Fédération nationale des CIDFF de France, qui est quand même une force sociale importante au niveau national. Je pense bien sûr à la Fédération nationale Solidarité Femmes. C'est ceux qui gèrent le 3919, vous savez, le téléphone qu'on peut appeler tous les jours, toute l'année, si on a un problème. C'est eux qui gèrent ce téléphone, cette association. Et puis, je pense à la dernière née, c'est la Fondation des femmes, qui, elle, s'est créée à l'époque de MeToo, à l'époque du Grenelle, dans la même période, et qui est devenue aussi une force importante. Et ces associations, je pense à ces trois-là, il y en a beaucoup d'autres, il y a une fédération aussi contre le viol, enfin il y a beaucoup d'autres associations, mais si je pense à ces trois-là, qui sont un peu les trois phares, eh bien ce sont des associations qui au fil des années se sont professionnalisées, notamment dans ce qu'on appelle, vous savez, le plaidoyer. C'est-à-dire qu'en fait, elles ont commencé socialement à dire les violences faites aux femmes, c'est un sujet, c'est un problème, nous devons nous en emparer et nous avons des propositions. Donc les associations vont commencer à écrire des documents, faire des propositions, réunir des intellectuels, des professionnels pour proposer des modifications législatives. Enfin, on a vu un mouvement social très fort se mettre en place à travers ces grandes associations de femmes. Et ça, c'est important pour un pays comme la France, je trouve, parce qu'on a cette tradition, nous, d'associations fortes sur des années qui portent des mouvements. Je pense bien sûr à celles qui ont porté d'abord la lutte pour l'avortement, le droit à l'IVG. C'est aussi né de grands mouvements sociétaux qui ensuite se sont regroupés dans des associations. Je pense au planning familial, par exemple, qui ont ainsi porté la demande sociale au nom des femmes. Donc il y a bien, vous voyez, plusieurs strates. Donc les femmes se sont mobilisées dans le cadre de ces associations. Le législateur commençait à dire, bon, vraiment, il faut que ça bouge. Donc il restait désormais les juges. C'est aux juges qu'on disait maintenant, il faut bouger. Bon. Pour les juges, ça n'a pas été simple. Je pense que les premiers qui ont bougé, ce sont les parquets. Demain, vous aurez Madame Vinot qui viendra vous parler, qui est une formidable magistrate du parquet, qui viendra vous expliquer comment ils font pour trier dans les parquets. Et vous, sans doute, vous l'interrogerez sur ce sujet majeur qu'est le classement sans suite. Car vous savez que le classement sans suite, c'est la prérogative du procureur de la République à travers ce qu'on appelle l'opportunité des poursuites. Or, vous savez que le classement sans suite, c'est quelque chose qui heurte énormément dans la société. Beaucoup de femmes sont très opposées à cette question du classement sans suite. Un certain nombre de femmes s'appellent même les classées sans suite. Elles se sont données à elles ce nom.
il y a des pièces de théâtre classées sans suite, des livres classés sans suite. Enfin, vous voyez, la notion de classement sans suite, c'est une notion intéressante dont vous parlerez peut-être avec la représentante de Madame la procureure de la République demain. Donc on peut dire que les premiers qui ont commencé à bouger, c'est les parquets. Les parquets, ils se sont retrouvés sous le flux des plaintes et ils se sont dit, comment on fait pour trier les affaires de haute intensité, de moins haute intensité, les affaires qu'on ne pourra pas traiter et celles qu'on classera sans suite. Bon, ça c'est le rôle du parquet. Et puis ensuite, les magistrats du siège. Et là, l'étape la plus importante, il faut que vous l'ayez en tête, c'est le rapport rouge vif de Madame Verrien, sénatrice, et de Madame Chandler, députée à l'époque. Et dans ce rapport rouge vif, elles vont préconiser l'organisation des pôles vifs dans les juridictions. Peut-être en avez-vous entendu parler. Alors ça va être une première grande étape d'organisation du côté du siège, puisqu'en fait, les pôles vifs, c'était de dire, il faut qu'au sein du tribunal, on s'organise pour se passer les informations entre le juge pénal, le juge civil et le juge des mineurs, on va dire, à peu près. Donc, on a organisé ces pôles vifs dans l'ensemble des juridictions françaises, 164 tribunaux en France. Et ici, en Polynésie, un pôle vif a été installé, qui vise à donc faire partager les informations entre les juges pour qu'ils connaissent mieux les situations. Et puis, Monsieur le Président en a parlé, le garde des Sceaux, voulant progresser, nous a commandé un rapport, donc voilà le dernier rapport en fait sur ce sujet, qui s'appelle le rapport AVIF. Pourquoi on l'a baptisé AVIF avec Monsieur Corbeau? Parce qu'on pense aujourd'hui que les relations entre la société et la justice sont à vif. On pense que maintenant, les femmes, au pied des palais, passent leur temps à nous dire « ça ne va pas, ça ne marche pas, ça ne fonctionne pas toujours aussi bien qu'on le voudrait ». Et puis bien sûr, à vif aussi, comme les plaies. Les plaies des femmes sont à vif. Nous, on les voit tous les jours au tribunal, avec des photos de leurs blessures, avec leurs témoignages, des coups qu'elles ont subis sur leur corps, des bleus qu'elles ont sur leurs bras, des visages tuméfiés, des yeux abîmés, des cheveux coupés. Tout ce qui leur arrive à ces femmes, eh bien pour elles, tout ça c'est à vif. Donc nous pensons désormais, sur la base de ce constat, qu'il faut modifier l'institution judiciaire. Ainsi avons-nous écrit un programme, le programme AVIF, qui demande à ce que l'institution judiciaire bouge, qui demande de l'intérieur, puisque ce sont des juges qui l'ont écrit. Ce n'est pas les autres qui nous disent qu'il faut changer, c'est nous-mêmes en interne qui disons qu'il faut changer. Et je terminerai mon premier propos, avant de laisser la parole à Madame Galenon, par la proposition phare de ce rapport, qui est que je pense désormais que l'institution judiciaire doit franchir une nouvelle étape. Il y en a toujours des étapes, il ne faut jamais s'arrêter, il faut continuer. Et après les pôles vifs, nous préconisons que s'instaurent dans les juridictions des chambres vifs. Alors pour vous, peut-être que tout ça c'est une histoire de nuances, mais pour nous, pas du tout. Les pôles vifs, ce sont des échanges administratifs. Les chambres vifs, ce sont des décisions judiciaires. Qu'est-ce que c'est qu'une chambre vive, selon nous? Une chambre vive, c'est une chambre où nous jugerons en même temps l'aspect pénal et l'aspect civil d'une situation. Et ça, c'est tout à fait révolutionnaire. Et c'est l'avenir, à mon avis, du jugement des violences faites aux femmes. En clair, qu'est-ce que ça veut dire? Au lieu de juger en février les violences de monsieur sur madame, les infractions pénales dont je suis saisie, violences ayant entraîné une ITT de plus de 8 jours, harcèlement, menace de mort, toutes ces infractions pénales dont on me saisit, que je vais juger tranquillement en février. Et ça sera très très bien, je vais rendre un très beau jugement en février pour dire que l'infraction pénale est commise. Puis je serai tranquille, ça ira très bien. Et puis ensuite en novembre, juger le divorce de madame. Parce que madame, elle s'est fait taper dessus, elle a demandé le divorce, donc maintenant il y a la garde des enfants, le sort du bien commun, la pension alimentaire, l'autorité parentale, voilà, tout ce qu'il faut régler lorsqu'il y a une affaire familiale. Alors je connais très bien ces sujets parce que j'ai été juge au pénal pendant très très longtemps et juge au civil pendant très longtemps. Donc je vois bien à quel point les éléments de la vie en fait se répartissent entre ces deux pôles. Donc moi je dis maintenant, au lieu de juger en février une affaire et en novembre l'autre, sachant qu'entre-temps évidemment il va y avoir des tas de problèmes que les avocats vont être obligés de traiter, l'enfant qui n'est pas remis le dimanche soir, la pension alimentaire qui n'est pas fixée, l'autorité parentale qui n'est pas claire à l'école, bon bref, tous les problèmes que ça va poser. Moi je dis, on va aller à la même audience, et à 14h, on va juger le pénal,
avec les mêmes magistrats, à 16h, nous jugerons le civil. Avec les mêmes juges, les mêmes avocats, dans un contradictoire complet où tout le monde aura eu connaissance de l'intégralité de la situation et où nous rendrons le même jour les 2 décisions concernant les 2 aspects de la situation. Cette façon de juger, non seulement je dis que c'est celle qu'il faut qu'on fasse, mais c'est celle que j'ai déjà faite. Puisque j'ai mis en place cette expérimentation à Poitiers, et j'ai donc ainsi prouvé que tout cela était possible. Non seulement possible, mais possible à droit constant. Je n'ai besoin d'aucune modification législative, je n'ai besoin de rien pour faire ça, je n'ai besoin que de la volonté de m'organiser ainsi. Ce que nous avons fait à Poitiers sur plusieurs affaires où nous avons rendu le même jour 2 arrêts, un arrêt pénal, un arrêt civil sur la même situation. Nous avons donc réglé l'intégralité des sujets que le couple posait, que la situation grave et complexe, c'est pour ces situations-là, grave et complexe, et nous réglons ainsi la situation avec les mêmes magistrats. C'est ça qui est très fort, en fait. Pour vous expliquer comment ça se passe, en fait, je préside l'audience pénale, moi, magistrat pénaliste. J'ai comme assesseur mon président de la familiale et mon président de la chambre des mineurs. On fait cette audience à 14h, puis à 16h, on change. C'est le président de la chambre familiale qui préside, je suis son assesseur, avec le collègue des mineurs. Ainsi, les mêmes juges, mais qui possèdent des compétences différentes, vont se pencher ensemble sur l'intégralité de la situation et vont régler tous les problèmes qui se posent dans cette famille en ayant une vision complète et non tronquée de la situation, car bien entendu, au pénal, monsieur nous dira que ça va très bien au civil, quand il arrivera au civil, il nous dira non, mais j'ai rien eu au pénal, et le juge sera ainsi rendu aveugle par l'émiettement de la situation. Et donc, une de nos propositions phares est de lutter contre cet émiettement et de résolument revenir à une vision globale et aussi une vision que j'appelle humaine. Humaine. Parce que la réalité des êtres humains, c'est qu'ils ne sont pas découpés par des procédures judiciaires. Ils ont une réalité, une souffrance à nous amener, et il est de notre devoir de régler la situation dans son ensemble. Cette proposition a été retenue par monsieur le garde des Sceaux, qui a annoncé immédiatement après le dépôt du rapport qu'une expérimentation nationale aurait lieu sur la base de ce qui a été fait à Poitiers. Ce qui a été fait à Poitiers a été relevé comme une bonne pratique européenne par le Grevio, qui a rendu son rapport le 16 septembre 2025 et qui a préconisé que cette organisation soit retenue. Donc je pense que voilà une des pistes d'avenir dans ce lien entre ce phénomène social et l'institution judiciaire, puisque c'était mon sujet du jour, Madame la professeure. Donc je m'arrête là, bien sûr on pourra continuer à discuter, mais c'est pour laisser la parole aussi à Madame Galenon, pour avoir sa position, elle, la façon dont elle voit les choses, et puis on pourra continuer bien sûr à échanger. Merci beaucoup.